Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Info Hebdo, le magazine En Alsace consacre un dossier à la ville de Niederbronn. Nous avons suivi une démonstration culinaire et une conférence sur le chocolat à la résidence Les Sources. Les professeurs de l'école de musique du canton de Niederbronn ont donné leur concert annuel. Et enfin, nous ferons un petit tour dans les rues colorées du carnaval de Reichshofen. Niederbronn-les-Bains est la ville retenue pour l'édition de printemps du magazine En Alsace. L'annonce officielle de sa parution a eu lieu le 15 mars à l'office de tourisme de Niederbronn. Peggy Frey nous présente ce magazine. Alors le magazine En Alsace en fait est un trimestriel qui appartient au groupe du journal L'Alsace. En fait c'est le magazine du patrimoine, essentiellement également de la gastronomie. Le but de ce magazine est de parler de tout ce qui concerne la région. Et à chaque reprise dans ce magazine, nous présentons une ville du Bas-Rhin et une ville du Haut-Rhin. Et en fait, Niederbronn est le choix que nous avons fait pour ce numéro de printemps. Le sujet de Niederbronn-les-Bains n'avait jamais été couvert par le magazine En Alsace. Et en fait, on cherchait pour ce numéro de printemps une ville qui soit synonyme de fraîcheur. Donc on a cherché du côté de l'eau et c'est assez naturellement en fait, qu'on est venu à Niederbronn-les-Bains, essentiellement pour le thermalisme au départ. Et puis ensuite, on a découvert toutes les richesses dont regorgeait cette ville. Nous avions également dans le même numéro un sujet justement sur l'histoire du thermalisme en Alsace. Donc le pendant avec Niederbronn-les-Bains se faisait assez facilement. On a essentiellement traité, je dirais, 3 angles, principalement dans cet article qui fait quand même une quinzaine de pages. Nous avons d'abord parlé de l'histoire de Niederbronn depuis l'époque romaine, toujours en lien avec cette histoire d'eau. Nous avons d'ailleurs titré en fait Niederbronn la magicienne d'eau, justement pour faire toujours ce pendant avec l'eau thermale. Il y a aussi toute cette partie industrielle qui concerne l'industrie liée aux deux Dietrich. Et nous avons également, pour nous intéresser à l'humain, fait un certain nombre de portraits, notamment celui d'un artiste ou du conservateur de la maison de l'archéologie. Qu'avez-vous découvert lors de ces recherches? Qu'est-ce que vous a surpris, étonné? Alors déjà une ville que nous connaissions peu dans la mesure où la rédaction du magazine est basée à Mulhouse. Donc pour nous, Niederbronn-les-Bains était assez loin et on ne savait pas trop ce qu'on allait découvrir. Bon, évidemment, tout le monde sait que les thermes sont ici, le casino, mais au-delà de ça, on a vraiment découvert une ville sympathique, une ville avec des habitants très souriants. On vous dit bonjour dans la rue, donc ça c'était quand même très très agréable pour nous. Tout le monde a collaboré très sincèrement, très franchement, avec beaucoup de sympathie toujours. Donc pour nous, ça a été très très agréable et les 2 journalistes qui se sont occupés du sujet ont vraiment apprécié travailler ici. Il y a une petite anecdote qui est assez drôle concernant la couverture du magazine qui en fait reprend, je vais la montrer, reprend des jets d'eau qui se trouvent dans un parc d'ici et puis à la mairie on m'a dit oui mais les jets d'eau sont cassés et en fait il paraît qu'on va les réparer donc de l'espoir pour les gens d'ici, les jets d'eau vont être réparés. Le chocolat dans tous ses états. C'est le thème abordé par l'hôtel-résidence Les Sources le 24 mars à Niederbronn. L'établissement a consacré une journée de découverte sur ce péché mignon qui fait craquer la plupart d'entre nous. Ce programme, organisé en partenariat avec l'office de tourisme, a débuté par un petit atelier de démonstration culinaire. Le cuisinier de l'établissement nous présente le menu. Nous avons proposé aux convives un croustillant d'agneau caramélisé au miel, accompagné d'un tian de légumes, pommes de terre rôties au four et au thym, et une crème brûlée au chocolat blanc et aux fruits exotiques. Ça reste une cuisine traditionnelle, simple, avec des produits simples qu'on trouve partout dans le commerce, donc ils peuvent la reproduire sans problème. J'ai envie de faire connaître aux gens comment on travaille et j'espère qu'ils seront intéressés et qu'ils se diront c'est plus simple que je croyais et j'ai envie d'essayer à la maison.
suis pas très cuisinière, mais bon, comme j'ai vu faire, je pense que je vais essayer. Ouais. Je l'ai regardé dans l'intégralité, je trouve que c'est une très bonne chose, déjà pour moi qui ne suis pas un adepte de la cuisine comme elle est faite ici, mais c'est sûr, on apprend toujours des choses, la façon de faire, la façon de mijoter. C'est pas compliqué. C'est vous qui faites la cuisine à la maison? Non, pas du tout, c'est plutôt ma femme. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour le refaire. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. La démonstration terminée, les plats ont ensuite pu être savourés. La journée se poursuit avec le docteur Richter présentant tous les aspects du chocolat avec une conférence intitulée « Chocolat et santé ». Le chocolat, vous savez que c'est un mélange de cacao, de beurre de cacao, de sucre et de lait, si effectivement on prend du chocolat au lait. Le chocolat a une mauvaise réputation entre guillemets et pourtant tous les Français en mangent. Il faut savoir que un Français moyen mange 7 kg de chocolat par an, que quasiment 80% des Français mangent quelque chose à base de chocolat tous les jours. Je ne crois pas que le but de ma conférence soit de dire il faut arrêter de manger du chocolat. Je ne veux pas non plus donner bonne conscience à ceux qui en mangent, je veux rassurer ceux qui en mangent régulièrement. Simplement, il faut dire qu'il ne faut pas manger en grande quantité, mais une barre de chocolat tous les soirs n'est pas forcément nocive et n'est pas forcément aussi mauvaise qu'on veut bien le penser. Donc ça doit peut-être rassurer certaines gens qui en mangent effectivement à la barre avant de se coucher. En fait, quand on demande aux gens ce qu'ils mangent, ils ne vous parlent jamais de chocolat et pourtant tout le monde en mange. Comme j'ai dit tout à l'heure, le chocolat a une image de douceur, de récompense. La preuve, aux enfants, quand ils sont sages, on leur donne un bout de chocolat. En tout cas, les grands-parents, si les parents ne le font pas à cause des dents. J'avais tendance à penser que le chocolat était mauvais pour la santé, mais finalement, je pense qu'en dosant les quantités, en choisissant le bon chocolat, je crois qu'on peut se faire plaisir. La résidence Les Sources organise régulièrement des conférences sur le thème de la santé. Le repas était très adapté à un repas familial et je pense que pour Pâques, ça me donnera des idées et je crois que c'est à la portée de tout le monde. Franchement, je me suis régalée. La prochaine journée à thème concernera l'eau et aura lieu le 28 mars. La plupart des professeurs de l'école de musique du canton de Niederbronn ont répondu présent pour un concert organisé le 16 mars à la Castine. L'ensemble des instruments était présent. Cuivre, bois, percussions, clavier, cordes et vent, réunis dans un programme en 2 parties débutant par un trio de clarinettes. Alexandre Jung nous explique le pourquoi de ce concert. L'école de musique donc, du canton de Niederbronn-les-Bains a tout d'abord une action de formation, on va former les élèves. Et au-delà de la formation, ce qui nous est important aussi, c'est que les élèves apprennent à écouter de la musique. Donc on propose une série de concerts, des auditions d'élèves, des examens, des différents invités. Et un moment fort dans l'année, c'est le concert des professeurs, puisque chacun de nos enseignants, avant tout, ils sont musiciens et concertistes. Et c'est une soirée un petit peu exceptionnelle, puisque c'est à leur tour de montrer leur savoir-faire aux élèves et aux parents d'élèves. C'est un concert plus traditionnel, mais avec, je dirais, un menu gastronomique musical divers et varié, des choses très classiques, Mozart, Beethoven, Haydn, en allant à des choses beaucoup plus contemporaines, voire de la musique actuelle au programme.
La plupart des enseignants à l'école de musique du canton de Nidernbrandt-les-Bains sont aujourd'hui des enseignants diplômés des conservatoires, lauréats de concours internationaux et surtout titulaires de l'agrément ADIAM au niveau de l'enseignement. L'école de musique du canton de Nidernbrandt-les-Bains, comme son nom l'indique, est une école de musique où on apprend à jouer de la musique. Alors c'est destiné à tout le monde. On a aujourd'hui des élèves le plus jeune ayant 5 ans, puisqu'on prend les enfants à partir de 5 ans. Il y a également pas mal d'adultes, notre aîné ayant 68 ans. Donc c'est vraiment ouvert à un très très large public. Et les gens s'y font avant tout plaisir. La musique est un loisir, mais pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on les prépare à entrer dans des conservatoires, on les prépare à des concours, etc. Donc c'est vraiment ouvert à un très très large panel. L'avenir pour l'école de musique, qui est très simple, c'est que ça continue sur cette lancée. Je dirais qu'il y a 3 choses importantes, avant tout la qualité, le rayonnement de cette école et l'ouverture, le fait de fédérer avec d'autres associations. Cette soirée s'est clôturée par une musique traditionnelle irlandaise regroupant tous les professeurs de l'EMCN. La prochaine manifestation aura lieu le 2 juin à Nidernbrandt. Pour sa 11e édition, le carnaval de Reichshoffen a débuté dimanche dernier à 11h11. Créé par André Stier en 1996, le carnaval attire de plus en plus de spectateurs et de participants. Une quarantaine de chars, groupes et fanfares ont répondu présents pour cette folie d'un jour. Je fais partie de l'association Carnaval des Vosges du Nord et je vais vous parler un peu de la tendance. Toute cette animation nous coûte 4 jours de préparation avec 80 personnes, sachant qu'il faut récupérer à peu près 200 lits pour faire dormir des groupes de Belgique, des Allemands, un groupe du Doubs, les Lorrains bien sûr, il ne faut pas les oublier, et les Alsaciens. Donc on a mobilisé 3 salles aux alentours de Reichshoffen pour faire dormir tout le monde. On va encore passer toute la journée du lundi pour ranger tout ce qu'il faut et on est 80 personnes pour faire tout cela. Moi j'aime bien les koukas. Pourquoi? À cause de la musique, à cause du bruit. Moi j'adore ça. Durant près de 3 ans, Elisabeth Jägerwolf s'est plongée un siècle en arrière dans la vie d'une femme hors du commun. Après une enquête minutieuse, elle termine aujourd'hui sa biographie de Camille Crespin-Dugast, dont le destin a été façonné de rencontres, d'aventures et d'audace.
Alors, au départ, c'est donc une photo, tout simplement, une photo que j'ai vue dans une exposition organisée par l'association de Dietrich. Et cette photo m'a interpellée parce qu'on voyait une femme donc en 1903, chapeautée, corsetée, penchée sur une voiture de course, une voiture de Dietrich, et entourée de messieurs en gibus. Et je me suis dit, elle doit avoir un sacré tempérament, qu'est-ce qu'elle a comme histoire, qu'est-ce qu'elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle a fait après. Et donc là, j'ai découvert effectivement en cherchant et en fouillant un peu qu'elle était connue en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Donc Camille, c'est une jeune fille parisienne, née dans un milieu bourgeois et riche, qui a épousé aussi un fils de commerçant, mais alors pas n'importe quel commerçant, elle a un fils Crespin. Et donc, dilettante, parce qu'elle a touché à tout, à tous les sports. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On découvrait le sport, ça venait d'Angleterre. Qui disait sport à l'époque disait tir, escrime, équitation bien sûr. Elle a fait de la spéléologie, elle a fait de l'alpinisme. Et puis elle était toujours très intéressée, très attirée par tout ce qui est sport mécanique. Donc elle a fait des courses de voitures, elle a fait des courses Elle a été interdite sur route. En tant que femme, donc on l'a retrouvée sur les flots de la Méditerranée, à Monte-Carlo, la course Alger-Toulon en 1905. Et puis après, écoutez, elle arrivait vers la quarantaine, mais ce n'était pas la retraite. Donc elle est partie, elle avait goûté un peu au Maghreb, à l'Afrique du Nord, avec son escale à Alger. Et elle a été invitée au Maroc. Donc au Maroc, elle a sillonné ce pays en organisant 4 missions mandatées par le gouvernement français. Et le Maroc, à l'époque, ce n'était pas le long fleuve tranquille, pas du tout. C'était avant l'instauration du protectorat par Lyautey. Et elle a été en contact avec des brigands, elle a été kidnappée, elle a fait des choses que je ne révélerai pas, mais qu'il faut lire dans le livre. Vraiment une aventurière. Pendant la Première Guerre mondiale, elle ne s'est pas contentée de tricoter des chaussettes. Elle était tout le temps sur le pont, tout le temps en train de se battre pour des idéaux, pour des sujets d'actualité. Et elle était tout le temps aux avant-postes. Quand vous plongez comme ça en arrière, 100 ans en arrière, on est dans les années 1890. Vous avez besoin, moi j'ai besoin de vraiment plonger dans une atmosphère, dans une ambiance, et donc je lis énormément, je lis tout ce qui me concerne de près ou de loin mon personnage. Alors là c'est un petit échantillonnage de ce que j'ai pu consulter comme ouvrage, donc évidemment la maison de Dietrich pour connaître un peu les tenants et les aboutissants. On est dans les années 1890, la maison mère est toujours en Alsace, annexée donc en Allemagne, et une usine se développe à Lunéville. Et c'est le baron de Turckheim qui s'occupe de la branche automobile à l'époque, et c'est d'ailleurs lui qui va embaucher Camille pour la fameuse course Paris-Madrid en 1903 comme pilote. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect course de voiture, donc j'ai lu, je me suis plongée dans la mécanique. Je suis allée jusqu'à faire un tour en vieille voiture, j'ai demandé à un ami de me conduire, et donc j'ai essayé de m'intéresser à la mécanique, aux pignons, etc. C'est pas ma tasse de thé au départ, mais bon, c'est passionnant. J'ai aussi travaillé pour que le lecteur apprenne des choses sans forcément s'en apercevoir, c'est-à-dire toujours la toile de fond, toujours le contexte, toujours l'époque, les sensibilités, les grands courants, etc. Il ne faut pas non plus tromper le lecteur, c'est une question d'honnêteté. Je ne vais pas falsifier des dates ou des événements pour une biographie. J'ai passé énormément de temps à fouiller les archives de la presse à Paris, dans des boutiques un peu spécialisées, très poussiéreuses. Vous passez des heures debout dans les courants d'air, mais enfin bon, vous ressortez avec les mains noires, mais avec des trésors. Je me suis très vite retrouvée complètement submergée par l'ampleur de la documentation, et j'ai pu trouver des relais, donc à Toulon,
dans les Pyrénées et à Paris, de personnes des historiens, des passionnés, qui m'ont donc fait remonter à la surface des documents très précieux qui m'étaient indispensables pour le livre. Si je vous donne qu'un exemple, c'est par exemple ce passionné du port d'Alger qui m'a refait des plans d'époque du port d'Alger en 1905, sous toutes les formes possibles et imaginables. Il a dû passer des heures pour que je puisse situer l'action du départ de la course Alger-Toulon. Parallèlement à ça, ce personnage public, je cherchais vraiment la Camille intime, la Camille secrète, la Camille personnelle. Donc Camille avait des amitiés féminines très, très profondes qui ont duré 30-40 ans. La première, Marguerite Durand, qui était donc une féministe reconnue. Et alors une amie très très proche aussi, une des premières femmes médecins libérales à exercer à Paris, Blanche Édouard Spillet, qui était une femme extraordinaire. Elles ont été amies toute leur vie. Donc là aussi on retrouve Camille en filigrane dans le livre. Et c'est très intéressant de croiser les regards et les personnages comme ça. Et donc il y avait énormément de choses à dire. J'aurais pas osé mettre autant d'ingrédients dans la vie d'un personnage fictif, mais elle a vraiment accumulé une succession de choses assez incroyables. On découvre une personne et on l'apprécie, et c'est vrai qu'on la fait revivre quelque part à travers le livre. Et donc à un moment on dit bon ça y est, j'ai fini d'écrire, un peu comme Moïse, qu'on laisse partir sur les flots du Nil et on la laisse mener sa propre vie indépendante à travers un livre qui va paraître donc, prochainement. Il y a une période où on se sent un peu amputé de quelque chose, d'une amitié, d'une présence, et on pense au prochain livre et puis voilà. Pour l'arrivée du printemps, je vais vous présenter une recette qui s'intitule un feuilleté aux asperges et médaillon de Lot à la crème de ciboulette. Donc pour cette recette, il vous faut du feuilletage. Bon là, j'ai mon feuilletage, mais que j'ai pré-cuit déjà. Et sinon, vous pouvez commander votre feuilleté chez le boulanger. Ensuite, des asperges que j'ai déjà épluchées. Ensuite, il faut des échalotes, du vin blanc, du beurre pour la cuisson, de la crème et de la ciboulette et de la Lot fraîche que vous trouvez chez votre poissonnier. On va démarrer à cuire les asperges qui mettent du temps. Donc là, je les ai ficelées par petites bottes pour éviter à la fin de cuisson qu'on abîme les pointes. Donc j'ai préparé de l'eau salée. Et on va les laisser entre 10 et 15 minutes selon grosseur. Ensuite, nous allons ciseler les échalotes qui nous serviront pour la sauce. On peut les faire grossièrement, de toute façon après on va la passer la sauce, donc il n'y aura plus d'échalotes dedans. Là actuellement c'est la saison des asperges, est-ce qu'on peut dire ça? C'est le début là. Donc ça c'est encore des asperges du Languedoc-Roussillon. Et puis les asperges de Heurt, ça commence en général fin avril, mi-avril. Et comment est-ce que tu choisis les asperges? Quand je choisis une asperge, en général j'évite de prendre des trop gros calibres. En général je prends un calibre entre 16 et 20. Et disons très belles, fraîches aussi. Donc une fois que les asperges cuisent, on va portionner des médaillons de 2 cm. Donc on va en mettre 2 par personne, comme c'est une entrée. On va les réserver au frais en attendant que les asperges finissent de cuire. Là, elles sont cuites, donc on va les détailler pour ensuite pouvoir les poêler, les faire revenir au beurre.
Donc je vais les couper de la même longueur pour que ce soit présentable sur l'assiette. Comment est-ce que tu sais qu'elles sont cuites? En fait, moi je prends la bout de la pointe et j'appuie dessus, et puis quand elle est molle, elle est cuite. On peut effectivement aussi prendre une fourchette et piquer dedans. Si ça rentre comme dans du beurre, elles sont cuites. Donc ensuite, on va couper à peu près au milieu, on les met de côté. Et pour les queues d'asperges, on va les détailler en sifflets. On va réserver tout ça. Ensuite, on va commencer la cuisson. On va commencer à faire la cuisson du poisson. Ensuite, on va réserver le poisson au chaud. On va faire la sauce. Et ensuite, on poêlera les asperges pensant que la sauce se termine. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. On va bien laisser chauffer la poêle. C'est important pour pas que ça accroche. Oui, aussi, et puis pour bien saisir le poisson, pour lui donner une belle coloration. Donc là, la poêle commence à être chaude, on va mettre le poisson. Donc on les faire revenir à feu vif. On les retourne. Sel, poivre, et après tu vas les laisser combien de temps à peu près? On va les laisser ensuite 2-3 minutes sur chaque côté. On va baisser le feu. Donc on les fait bien dorer de chaque côté pour qu'ils restent croustillants à l'extérieur et à l'intérieur ça reste tendre. Donc la lotte, c'est un poisson qui est sans arrêt, hein, bien ferme, c'est un poisson noble. Les sucres qui sont dans la poêle, c'est-à-dire les petits morceaux qui restent, ensuite vont nous servir pour la sauce. Donc il y a tout le goût qui reste au fond de la poêle, qu'on appelle les sucres. Donc là, on va les débarrasser. On va les réserver au chaud. Donc là, on va les recouvrir pour les tenir au chaud. Et on va continuer. On va faire la sauce. Du beurre. Ensuite, on va rajouter les échalotes. On va les faire colorer. Ensuite, on va déglacer avec le vin blanc. Donc déglacer, c'est-à-dire, c'est justement pour faire décoller les sucres qui sont au fond de la poêle. Donc là, ça prend déjà une belle petite couleur. Ensuite, on va faire le tout réduire à sec et on va rajouter un petit peu de jus de cuisson des asperges pour retrouver le goût des asperges ensuite dans la sauce. Un petit peu. Et de nouveau, on va faire réduire. Donc là, elle commence à être prête. On va y rajouter la crème. On va la laisser réduire gentiment. Donc là, elle aura pris le goût du poisson, du vin blanc, de l'échalote et de l'asperge. J'ai mis du beurre dans la poêle pour pouvoir poêler les pointes d'asperges et les queues. Donc là, elles ont pris une belle petite coloration. On va juste les chauffer en fait. Donc on va les laisser sur un petit feu. Et ensuite, on va pouvoir passer notre sauce et l'assaisonner. Donc là, on va la passer pour enlever toutes les échalotes. C'est important de le passer comme ça? Oui, sinon vous avez des échalotes, quoi. C'est pas très agréable en bouche. On peut les laisser aussi, mais c'est pas
c'est pas présentable. Donc notre sauce est prête, on va la goûter. Donc on va rajouter un peu de sel et de poivre. Quelle est la touche de la sauce? Ça doit plutôt être un peu acide. C'est quoi ta préférence? L'acidité un tout petit peu, parce que bon là le goût du vin blanc ressort quand même. Et si on préfère l'acidité, on peut y rajouter une petite pointe de jus de citron. Donc ensuite on va mettre les feuilletés au chaud, 2-3 minutes à un four à 180 degrés. Et ensuite on va nous faire le montage. Donc tout est chaud, on va commencer le dressage. On va sortir les feuilletés. On va disposer le fond sur l'assiette. Ensuite, on va mettre quelques queues d'asperges que j'ai coupées en sifflets. On va tapisser le fond. Ensuite, on va disposer les pointes. On va les faire dépasser un petit peu du feuilletage. Ensuite, on va y rajouter le poisson qui est resté bien chaud. Donc la lotte, je vais la mettre dépasser un petit peu du feuilletage. Ensuite, on va napper le tout avec notre sauce. Pour finir, on va mettre le chapeau. Voilà, notre recette est donc terminée et je vous ai présenté un feuilleté aux asperges et aux médaillons de Lot. Voilà, bonne réussite et bon appétit.